l'emploi de l'expression architecture romane, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, cela évoque d'emblée quelques images. Des images d'un art religieux d'église, idée qui vient beaucoup du manque de connaissances sur le milieu laïque, urbain et civil de l'époque. Image d'un art en noir et blanc, austère, dépouillé, qui nous a été transmise notamment dans la seconde moitié du XXe siècle par cette célèbre collection zodiaque des ouvrages des bons pères bénédictins de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire et qui ont été pour beaucoup dans le succès et dans la connaissance de l'art roman, mais qui ont marqué tout à fait notre génération. Image d'un art de moine rigoureux et savant, ou au contraire, l'art roman comme expression populaire de milieux villageois, rassemblés autour de leur projet de clocher, si l'on peut dire, dans l'effort commun d'une construction qui serait l'expression des solidarités nécessaires dans une époque rude et d'un élan partagé dans la foi. Mais pour les plus jeunes, et ça a été une de mes stupéfactions quand j'ai commencé à enseigner il y a une dizaine d'années, une expression frappante résumait pour eux l'art roman qui était issu des manuels scolaires, ce que j'avais vérifié à l'époque, mais ça a disparu depuis très heureusement. L'architecture romane était définie comme, je cite, « Les églises romanes sont petites, basses et mal éclairées », par opposition à l'architecture gothique, bien sûr. J'ai été vérifié la semaine dernière, les manuels ont changé depuis. Le terme même de roman, on l'a évoqué tout à l'heure, est aujourd'hui bien discuté, voire contesté dans certains milieux. Et on peut dire qu'il est presque en train de passer de mode. Ce terme de roman a été utilisé, vous le savez, pour la première fois au début du XIXe siècle par un érudit normand qui s'appelait Charles de Gerville, pour caractériser le style des constructions bâties au XIe et XIIe siècle. L'emploi du mot visait à qualifier un art défini implicitement comme dérivant de l'art romain, par suppression du « i », et à lui donner une spécificité entre les créations carolingiennes et celles de la période suivante, qui seules continuèrent à être appelées gothiques. Et ce terme de roman a connu un très vif succès assez rapidement et a remplacé ceux de saxons, normands, lombards, byzantins, etc., qu'on utilisait à l'époque. Ce XIXe siècle, qui est une époque marquée par la volonté d'établir des classifications universelles, et à ce moment-là, on met en exergue un dénominateur commun à tous les édifices concernés, et ce sera l'usage plus exactement de l'arc en plein cintre, par opposition à l'arc brisé, considéré comme caractéristique des constructions gothiques. En fait, on verra que ce n'est pas tout à fait juste. Mais parce que l'évidente diversité des formes de tous les édifices parvenus jusqu'à nous ne pouvait être réduite à une forme architecturale ou à un motif, l'arc en plein cintre, dans la même volonté de classification, on a distingué des écoles régionales qui permettaient de mieux encadrer les connaissances acquises. Aujourd'hui, on sait que ces classifications ne fonctionnent pas, ou plus exactement, qu'elles enferment l'esprit dans des schémas trop étroits pour laisser la possibilité d'une meilleure compréhension de ces édifices et de leur rayonnement réel. Et puis, tout au long du XXe siècle, on a proposé des appellations de plus en plus précises pour tenter de coller à des réalités artistiques dont on constate bien, quels que soient les supports, qu'elles sont multiples. Ainsi, on a utilisé les termes architecture pré-romane et romane pour définir l'art d'avant et l'art d'après l'an 1000. Et puis, c'est à Pucci Cadafalque que l'on doit ça, on a inventé le terme premier art roman pour désigner les constructions de petits moellons et d'arcades décoratives de la première moitié du XIe siècle, qu'on a bientôt subdivisé en premier art roman méridional et premier art roman septentrional. Ça, c'était messieurs Faucillon et Grodecki, nos grands prédécesseurs, d'où la formule second art roman pour désigner les œuvres de la fin du XIe siècle et du début du XIIe, bientôt suivi d'un art roman tardif pour marquer le moment où se superposent art roman, art gothique, etc. Certains proposent même d'employer l'expression d'art féodal, faisant ainsi référence au cadre politique et social dans lequel cet art se développe, comme on peut parler d'art ottonien pour l'Empire. Alors pour ma part, je n'entrerai pas dans ce type de débat, parce que je crois inopérant de vouloir trouver un seul mot pour définir des réalités qui sont complexes et multiples,
Et dans ce sens, je continue d'utiliser le terme de roman, tout en sachant qu'il ne saurait rendre compte à lui tout seul d'une période artistique dont je vais essayer de montrer qu'elle est loin d'être monolithe, tout en désignant un univers cohérent. Le problème, c'est de désigner un univers par un mot, c'est difficile. Une autre donnée doit être prise en compte avant d'aller plus avant. Les monuments médiévaux, tels que nous les voyons et que nous les étudions aujourd'hui, ne sont pas nécessairement ceux qu'avaient imaginés et construits les architectes du Moyen Âge. Le facteur capital qui intervient ici est le temps. Le temps de la construction d'abord. Entre le début et la fin d'un chantier, pour pratiquement tous les édifices, et en tout cas pour les grands, 3, 4, 5 générations vont se succéder, ce qui a obligatoirement influé sur son déroulement. Celui qui étudie ou visite un monument ne peut qu'être sensible à cette épaisseur du temps, aux inflexions qui traduisent l'arrivée d'un nouvel architecte ou qui découlent d'un approvisionnement différent du chantier en matériaux si une première carrière est épuisée, par exemple, et on en verra le cas à Conques, par exemple. Ensuite, le temps qui s'est écoulé entre la construction et aujourd'hui, c'est-à-dire plusieurs siècles pendant lesquels on a modifié, ajouté, retranché, refait des parties de l'édifice. Il faut porter bien sûr une attention toute particulière aux grandes restaurations du XIXe siècle qui ont conduit à façonner certains archétypes. Ainsi, Viollet-le-Duc, pour qui, je cite la phrase célèbre, « Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. » C'est à l'article Restauration du dictionnaire, tome 8, page 14. Ces interventions, parfois radicales, comme celle d'Abadie puis de Boswillwald à Saint-Front-de-Périgueux, dépendent bien évidemment de la connaissance que l'on a à ce moment précis, à la fois du monument et du contexte artistique dans lequel il a vu le jour. Et ce sont précisément ces connaissances que le monument restauré a transmises plus ou moins explicitement jusqu'à aujourd'hui et qui forment notre substrat commun de connaissances. L'intitulé général du cours, Histoire de l'architecture en France, c'est la période que je dois vous présenter, donc l'architecture romane entendue au sens minimaliste de architecture au XIe et XIIe siècle, pourrait laisser entendre que je dois brosser un panorama général de l'architecture laïque et religieuse, publique et privée de cette période. Or, je n'ai pas l'intention, je vous l'avoue tout de suite, de traiter tout cela. Les concepts, les problématiques, les dessins sont tellement différents entre architecture militaire, domestique ou religieuse, par exemple, que je ne pourrais au mieux qu'offrir un rapide survol de chacune de ces catégories. Pour ne pas parler du problème de l'étendue géographique, le territoire de l'actuelle France, impossible à couvrir quoi qu'on fasse. C'est pourquoi j'ai choisi de n'aborder l'étude de cette période que par le seul biais, relativement traditionnel, des édifices religieux. D'abord parce que, pour être honnête, c'est ce que je connais le moins mal. Ensuite, parce qu'il s'agit de chantiers exceptionnels, chacun à son échelle et dans sa région, qui ont mobilisé d'énormes moyens financiers, qui ont requis la compétence des meilleurs architectes, maçons, sculpteurs, mais surtout parce qu'ils sont, en dernière analyse, l'expression de la rencontre entre intellectuels, les commanditaires, les hommes de l'art, les architectes, les sculpteurs ou les peintres, c'est-à-dire des hommes à la pointe de la recherche, de l'invention, du progrès, qui traduisent au mieux dans la pierre les aspirations et les possibilités de leur temps. Alors pour ce cours, je vais m'en tenir à un plan très simple, à un plan chronologique. Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions l'architecture romane à ses débuts, dans le premier tiers du XIe siècle, et puis l'essor des techniques et de la sculpture dans le deuxième tiers du XIe siècle. Et puis la prochaine fois, je traiterai vraiment la période peut-être la plus extraordinaire de cette architecture romane dans le tournant de l'an 1100, avant et après. Et puis j'insisterai sur les modes particuliers et les voies d'avenir dans cette architecture romane, parce que l'architecture romane avait un avenir. Donc, on va commencer avec la
le premier tiers du XIe siècle. Et j'aimerais d'abord, alors pour chaque fois, je vais essayer de prendre quelques exemples que j'ai essayé de ne pas multiplier pour qu'on ait le temps d'aborder un peu l'architecture concrète de ces monuments, même si ça n'est qu'à travers des images. Mais ce qui fait la naissance de l'architecture romane, et il faut que je m'en explique ici pour commencer, c'est que finalement, au tournant de l'an 1000, on a une autre perception de l'Église comme monument, et c'est ce qui fait l'une des articulations essentielles avec l'architecture carolingienne dont vous a parlé François Hébert-Suffren ces 15 derniers jours. Dans le substrat des connaissances populaires diffuses, il y a les terreurs de l'an 1000, ce mythe forgé au XVIe siècle simplement, mais sur lequel on s'est quand même senti obligé de revenir il y a 6 ou 7 ans, et auquel répond en écho la fameuse formule du moine Raoul Glaber, ressassée dans bien des manuels, sinon tous, sur le fameux blanc manteau d'église. Alors on doit à Dominique Ionia-Prat, dans La Maison Dieu, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, d'avoir donné une très bonne analyse de cette situation. Raoul Glaber, c'est un historien clunisien qui examine les événements qui se produisent autour du millénium de la naissance du Christ et de la passion du Christ, c'est-à-dire entre 1000 et 1033. Il note, mais ça c'est un poncif de la littérature ecclésiastique, il note les différentes formes de dérèglement d'un monde vieillissant, sous la forme de comètes, de famines, d'hérésies, etc. Mais il note aussi les signes de renaissance, les conciles de paix, les inventions de reliques et la construction de la fameuse robe blanche ou blanc manteau d'église. Et puis, après ces propos généraux, Raoul Glaber enchaîne sur des exemples de construction essentiellement monastiques, puis le propos se centre plus spécifiquement sur l'expansion bénédictine via Cluny. Ce renouveau monastique, dont Glaber se fait le chantre, ne surgit pas du néant. Le terrain a été préparé par les réformes entreprises au début du IXe siècle par Louis le Pieux et Benoît d'Aniane. Et l'une des nouveautés fondamentales de ces réformes est de rechercher l'adéquation entre le mode de vie religieuse et les lieux de cette vie monastique, c'est-à-dire de lier le spirituel et le monumental. Et c'est la raison d'être de ce fameux plan de Saint-Gall dont François Hébert-Suffren vous a obligatoirement parlé pendant les 2 derniers cours. D'où la place toute nouvelle que prend dans les récits historiographiques du XIe siècle la figure de l'abbé réformateur et constructeur. L'édifice est en quelque sorte le reflet de l'excellence de la vie spirituelle qui se déroule à l'intérieur. Et c'est ce qu'exprime Odilon, le grand abbé de Cluny, qui dit avoir trouvé Cluny en bois et l'avoir laissé en marbre, paraphrasant la célèbre phrase d'Octave, selon Suétone, qui avait laissé Rome de marbre après l'avoir reçue en briques. La construction et la rénovation de l'édifice ne sont, dans l'esprit du temps, de l'époque de Raoul Glaber, que la manifestation publique d'une perfection monastique qui est d'abord intérieure. Le tournant de l'an 1000, c'est aussi le moment qui voit la multiplication des documents commémorant la consécration des églises, avec une importance toute particulière pour la Catalogne. Il faut rappeler ici que, mais vous le savez sans doute, c'est qu'entre les années 900 et les années 1100, en Catalogne, on a construit à peu près 2200 églises, et on a conservé les actes de consécration de 400 d'entre elles. Ceci correspond à la mise en valeur du bâtiment lui-même, ce même bâtiment qui exprime une conception de la communauté chrétienne et, au-delà, une sorte de sanctification de l'univers par la dilatation de la chrétienté. C'est l'idée selon laquelle les temples terrestres ne sont au mieux qu'une image approchante de l'habitation intérieure des fidèles, la vieille idée des pères de l'Église, selon laquelle la seule consécration qui vaille est celle des pierres vivantes, c'est-à-dire le baptême des fidèles. C'est donc dans ce contexte intellectuel et théologique, développant une attitude nouvelle face aux édifices, que vont s'élever les églises différentes,
celle qui marque les débuts de ce que l'on appellera, à partir du XIXe siècle, l'époque romane. Donc je vais prendre maintenant quelques exemples pour illustrer les préoccupations nouvelles des commanditaires et des constructeurs, qui ne sont pas que théologiques, et je commencerai par un site extraordinaire, bien connu, celui du monastère de Saint-Martin du Canigou. Alors Saint-Martin du Canigou, cela se trouve dans les Pyrénées-Orientales, en Catalogne nord, dirait-on aujourd'hui. Le Canigou, c'est la montagne sacrée des Catalans, c'est un lieu tout à fait important. La première mention de cette église remonte à la toute fin du Xe siècle, dans les années 997. Et on a une série d'actes qui enregistrent des donations jusqu'en 1007, date à laquelle le comte de Cerdagne font donation de divers biens dans le Conflent et en Roussillon. L'édifice connaît une première consécration en 1009 et probablement faut-il entendre que l'édifice auquel se réfère cette première consécration a été bâti assez rapidement entre 997 et 1009. Mais l'église n'était pas terminée et elle fait l'objet d'une deuxième consécration entre 1014 ou 1026. Le monastère, vous le voyez sur cette image, est érigé au sommet d'un pic tout à fait impressionnant, et la déclivité du terrain, et peut-être aussi des raisons plus religieuses que l'on ignore, pour lesquelles on n'a pas de texte, ont conduit à réaliser ici un parti très rare sur le plan architectural, c'est-à-dire la construction de deux églises qui se superposent à peu près exactement. Une église inférieure qui est dédiée à la Vierge et qui est à demi enterrée et qui correspond à un étage bas du cloître, donc qui correspond à cet étage-là ici. Et puis une église supérieure, là, dont on voit bien le chevet ici, qui, elle, est dédiée à Martin, l'apôtre des Gaules. Et puis, on le verra sur le plan tout à l'heure, il y a un clocher qui est bâti à côté de l'église et dans lequel se trouvait une chapelle dédiée à l'archange Michel, ce qui doit vous rappeler aussi des souvenirs de la semaine dernière, parce que les Saint-Michel dans les chapelles hautes sont quelque chose qui s'est développé tout à fait à l'époque carolingienne. Alors, l'église inférieure, à demi enterrée, comporte deux parties bien distinctes qui se voient bien dans le plan. Une partie à l'est. Alors, pour des raisons pratiques, j'ai jugé utile de conserver la présentation traditionnelle des plans d'église avec l'est en haut, alors que maintenant, on a plutôt tendance à mettre le nord en haut, mais bon, c'était plus pratique parce que c'est des plans en hauteur. Donc, enfin, allongé. À l'est, on voit bien qu'on a une partie qui est distincte de l'ouest, et les deux sont séparés par des très gros piliers qui sont là. Donc, un plan avec qui offre une nef de 3 vaisseaux, un vaisseau central et des collatéraux, qui se terminent chacun par une abside. À l'est, on a un système de voûtes d'arêtes qui repose sur des colonnes. Alors ici, vous me direz, on a des piliers, mais c'est un renfort quadrangulaire qui est venu chemiser la colonne que l'on trouvait un petit peu faible pour supporter ce voûtement. Il ne faut pas oublier qu'il y a une église au-dessus, c'est ce qui correspond à la vue de ce que vous voyez là. Évidemment, on est dans des proportions très petites. Cette église n'a pas plus de 3 mètres de hauteur. Et on utilise là un système de voûtement colonne et voûte d'arête qui est un voûtement traditionnellement utilisé dans les cryptes. Mais à l'ouest, et là ça correspond probablement à la partie de l'édifice qui est consacrée en 1014 ou en 1026, on a employé un système complètement différent de voûtement. Ce sont des voûtes en berceau avec des arcs doubleaux qui sont signifiés ici, ce qui correspond à la vue du bas là. Ces voûtes qui sont portées par des piliers cruciformes. Alors là, on a un tournant majeur dans l'architecture. Le pilier cruciforme,
on lui donne cette forme tout simplement parce que chaque dosseret, chaque ressaut vient porter soit les grandes arcanes, soit les arcs doubleaux. C'est-à-dire qu'on a une articulation du pilier qui correspond d'emblée au schéma des arcs, à la voûte qui va couvrir cet espace. On a ici un espace absolument modulaire qui est appelé à être répété autant de fois qu'il y a de travées dans l'édifice. Cette travée qu'on peut définir comme un espace défini par 4 supports, cet espace modulaire qui sera à la base de la réflexion des architectes tout au long des XIe et XIIe siècles. Cependant, pour l'église supérieure, on va utiliser un système différent dans le couvrement de l'édifice. Alors on a toujours, bien sûr, un plan similaire avec 3 longues nefs, l'une centrale et des collatéraux, qui aboutissent chacun sur une abside semi-circulaire. Mais là, le couvrement, il s'agit d'une voûte en berceau continu qui repose sur des arcs et sur des colonnes, de simples colonnes, avec simplement au milieu de la nef 2 piliers cruciformes, une paire de piliers cruciformes qui portent un arc doubleau qui va être la seule articulation de la nef. Alors bien sûr, l'église supérieure est construite après l'église inférieure. C'est normal. Sauf que pour établir le voûtement en plein cintre de chacun des vaisseaux de la nef, les 3 nefs sont chacune voûtées en berceau, on a utilisé ce parti absolument dangereux de faire reposer ces très lourds berceaux de pierre et de mortier sur de simples colonnes. En fait, on reste là fidèle à un parti qui est celui des premières basiliques chrétiennes, les basiliques de l'époque de Constantin, et c'est probablement l'image que l'on a de l'édifice le plus noble, l'église paléochrétienne, que l'on transmet ici avec cette utilisation des colonnes. Alors bien sûr, le parti du voûtement porté par des colonnes sera rapidement abandonné parce qu'il n'était pas viable. Alors que le voûtement sur arc doubleau avec des piliers crucifères, c'est la voie de l'avenir, mais à l'époque où on construit Saint-Martin-du-Canigou, on est vraiment dans le temps des expériences, on tente des choses différentes, mais on n'a pas encore d'idée sur ce qui va fonctionner ou pas. Ici, 3 vues, dont celle de droite que j'aime beaucoup, qui est publiée par Pouchikada Falk en 1928 dans son premier art roman méridional, qui montre l'église supérieure. On voit bien qu'elle n'avait pas totalement résisté. Il y avait des faiblesses dans le voûtement qui avaient disparu totalement dans sa partie occidentale. Et cette photo nous offre une très belle coupe des voûtes des 3 nefs qui sont pratiquement portées à la même hauteur. On voit que ce sont des voûtes appareillées, donc très pesantes. Et c'est une autre chose que j'aurais pu vous dire tout à l'heure, mais évidemment, cette église, telle qu'on la voit aujourd'hui, elle a été considérablement restaurée. Et ça, quand on visite une église, il faut toujours faire avoir l'œil aux aguets pour viser les restaurations du XIXe siècle. La coupe qui est au centre, qui est publiée par Brutaille, c'est assez étrange et j'aimerais vérifier qu'elle soit vraiment juste parce qu'on voit donc les 2 édifices superposés. Celui du haut, dédié à Saint-Martin, qui est 2 fois plus haut, la voûte s'élève à 6 mètres que celui du bas, mais on voit qu'il n'y a pas une superposition exacte des supports. Et j'aimerais, par curiosité, savoir si c'est vraiment ça dans la réalité ou pas, mais j'ai jamais fait la coupe moi-même. Donc on a, avec Saint-Martin-du-Canigou, un édifice, mettons, des 2 premières décennies du XIe siècle, qui montre bien, qui offre à lui seul un très bon résumé des expériences qui se font à cette période-là. Je m'excuse pour la mauvaise qualité de cette diapositive, mais en fait, je suis toujours allée à Saint-Martin-du-Canigou l'après-midi et jamais le matin quand le chevet est éclairé.
Alors, une petite abside a été construite supplémentaire au cours du XIe siècle. Je ne l'ai pas considérée ici. Mais cette vue nous offre, nous permet de voir le clocher nettement séparé de l'église, comme cela se faisait beaucoup et a continué à se faire beaucoup en Italie tout au long de la période médiévale. Et vous distinguez peut-être ici une sorte d'échauguette. En fait, c'est l'abside en encorbellement de la chapelle Saint-Michel qui se trouvait au premier étage du clocher. Cette abside, et dessous se trouve le grand passage qui permet de rentrer à l'intérieur du monastère. Cette chapelle Saint-Michel, on sait qu'elle existe en 1009 puisqu'elle est citée dans l'acte de consécration. Vous remarquerez que toute la partie basse du clocher est sans décor et les absides de l'église haute sont ornées d'un décor d'arcatures, de petits arcs joints. Et dans la partie haute du clocher, on retrouve ces petits arcs, mais entre les épaississements de l'angle et ce pilastre plus léger, qu'on appelle une lésène, qui apparaît ici, donc on a, dans cette partie haute du clocher, l'association de ces lésènes et de ces petits arcs, ce qu'on appelle les bandes lombardes, par tradition, parce qu'il existe des motifs identiques dans l'Italie du Nord, mais on verra qu'à Tournus, c'est le cas en pleine Bourgogne. Et ce système décoratif de bandes lombardes, on croyait fermement, au début du XXe siècle, que c'était la marque de fabrique des églises de la première moitié du XIe siècle, qu'elles appartenaient à un art de maçon. Et comme il semblait que les monuments les plus anciens étaient en Lombardie, on avait imaginé, et Pucci Cadafalque a écrit des pages merveilleuses sur cela, on avait imaginé des bandes de maçons venant de Lombardie, se déplaçant en équipe et allant ici construire une église, là une autre église, etc. En fait, on se rend compte que dans les 20 premières années ou les 30 premières années du XIe siècle, on n'a pas du tout ce décor. C'est une mode décorative qui n'apparaît que dans les années 1030, 1040. Alors je vais revenir un tout petit peu en arrière pour une chose dont j'ai oublié de vous parler à l'instant, c'est qu'au sommet des colonnes de l'église haute comme de l'église basse, qui sont des colonnes assez courtes et trapues, on voit un petit chapiteau à peine épanelé, avec un décor très minimaliste, de sortes de feuilles étalées, où il y en a un qui présente une sorte de tête de lion. Un édifice donc qui, a priori, apparaît comme très austère. Mais on sait maintenant, et il y a eu, il y a 3 ou 4 ans, une très belle exposition à Poitiers sur les stucs dans le haut Moyen-Âge et la période romane, et on sait que ces églises elles n'étaient pas avec cette pierre apparente, avec cette absence totale de décor. Au contraire, ces églises, elles étaient peintes, et on avait certainement un décor en relief, mais qui était stuqué, qui n'était pas sculpté dans la pierre. Mais ce sont des églises pour lesquelles on n'a que peu ou pas du tout, de renseignements sur le décor intérieur. Il faut bien savoir qu'au Moyen-Âge, on considère qu'une église n'est terminée que quand elle est peinte. Mais dans les cas où on peut l'étudier, rarement on arrive jusqu'à la peinture de la totalité de l'église. Un autre monument tout proche est aussi pour nous extrêmement riche d'enseignements. Il s'agit de l'église abbatiale de Saint-Michel de Couchain, qui se trouve à 30 km de Saint-Martin du Canigou. Couchain qui est une de ces communautés monastiques, comme il en existe tant dans les Pyrénées au 9e, 10e, 11e siècle. Vous savez que les Arabes avaient envahi la majeure partie de la péninsule entre 711 et 718. Et puis ils avaient négligé un peu les Pyrénées, qui s'étaient trouvées assez rapidement en une sorte de surcharge démographique.
Et on a une infinité de petits villages, d'où d'ailleurs les 2000 églises construites en Catalogne à cette époque-là, mais c'est valable pour toute la chaîne des Pyrénées. Et à l'origine de Saint-Michel de Couching, il se trouve une de ces fondations monastiques familiales, comme il y en a eu tant au IXe et Xe siècle. Et au départ, la communauté n'est pas installée ici, mais elle se trouve un petit peu plus haut dans la montagne, et un glissement de terrain l'oblige à changer de lieu. Et un des moines de cette première communauté possédait un terrain avec deux églises, une dédiée à Saint-Michel, enfin un oratoire à Saint-Michel, et puis une église dédiée à Saint-Germain d'Auxerre. Et il installe les survivants de cette catastrophe naturelle dans ce site. Le monastère connaît, dans la seconde moitié du Xe siècle, un épanouissement extraordinaire. On est très bien renseigné, et c'est pour ça que ces édifices nous sont très utiles. On connaît très bien les circonstances de leur implantation et de leur développement architectural par différents textes. On sait que, par exemple, peu avant l'an 1000, l'abbaye est dirigée par un abbé qui s'appelle Garin, qui est un ancien moine de Cluny, donc il a déjà vu un peu le monde. Il dirige toute une congrégation monastique et il est en relation suivie avec Gerbert d'Aurillac, celui qui est un des grands savants de l'époque et qui deviendra pape sous le nom de Sylvestre II. Et cette expansion se poursuit dans la première moitié du XIe siècle avec un autre abbé tout à fait extraordinaire dont j'aurai à reparler et qui s'appelle, lui, Oliba, et qui était en même temps évêque de Vic, qui est de l'autre côté des Pyrénées, en Catalogne, et qui était aussi abbé du monastère de Ripoll, donc aussi en Catalogne espagnole. S'il y a des Catalans dans la salle, je vais me faire tuer en sortant, mais dans le côté sud des Pyrénées. Ripoll, qui possède un scriptorium extraordinaire, c'était l'endroit, pour vous dire, où on traduisait les textes arabes, qui étaient eux-mêmes des traductions de tous les auteurs grecs, surtout grecs et romains, et c'est à la fois sur les mathématiques, la science de l'univers, la poésie, les textes anciens, etc. Donc un milieu extrêmement cultivé dans ce temps-là. Alors, la première église qui est reconstruite et dont on est vraiment conservé des traces sur ce site de Couching, c'est une église dont on sait qu'elle est commencée en 953 et elle est consacrée, terminée en 975. C'est l'église qui apparaît en noir sur le plan qui est ici à gauche. Alors, une église d'une belle ampleur, 40 mètres de longueur, avec 3 nefs, et curieusement, la nef centrale qui est plus longue que les collatéraux, qui s'arrêtent ici. Un transept très saillant, très débordant, sur lequel sont greffés de chaque côté 2 absidioles très allongées, une grande partie droite et un hémicycle, et un dispositif assez curieux pour le sanctuaire, un chevet carré qui reprend en fait probablement l'emplacement du chevet de la première église qui est remplacé par celle-ci, et entre les absidioles et le chevet rectangulaire, 2 couloirs qui étaient fermés au départ aux extrémités. C'est une église très caractéristique de ce qu'on appelle l'architecture pré-romane et dont François Hébert Suffren vous a parlé. Je ne sais pas s'il a parlé de Couching. Non. Eh bien, ça tombe bien. 2 caractéristiques principales dans cet édifice. D'abord, il y a un cloisonnement tout à fait important dans les espaces, et je vous montrerai une autre image tout à l'heure qui vous le montrera. Vous voyez à droite, sur cette vue de l'ouest vers l'est, donc en direction du chœur, que les passages entre les collatéraux et la nef centrale sont formés par des ouvertures qui sont pratiquées dans un mur. L'ouverture pour le transept étant à peine plus haute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de
de champ visuel, on n'a pas cherché à ouvrir le champ visuel de celui qui est à l'intérieur, on a cloisonné les espaces. Alors, la couverture que l'on voit sur le chevet ici est une couverture complètement gothique de la fin du XIVe siècle. Et sur la nef, on a rétabli, je dis on, je me solidarise, mais dans les années 1950, une charpente sur arc diaphragme qui était le modèle de couverture que l'on avait choisi pour cet édifice au XIVe siècle. On n'avait pas de traces pour recréer l'état primitif de la fin du Xe siècle, mais on sait que cette église, à la fin du Xe siècle, était charpentée, et que cette charpente, d'ailleurs, était absolument extraordinaire. À droite, une vue de l'élévation latérale de la nef qui nous montre les modes de construction assez spécifiques, avec en partie basse du grand appareil très irrégulier, probablement de récupération, mais qui nous donne déjà l'une des idées fondamentales du développement de cet art, de cette architecture romane, qui est le fait que l'un des mirages des architectes ou des constructeurs de l'époque romane, c'est l'Antiquité. Le monument antique, c'est l'une des références tout à fait, ça fait partie des références fondamentales. À droite, on voit que les pieds droits de cet arc qui permet de faire communiquer donc la nef centrale et le collatéral ont été retaillés à une époque, probablement au XVe ou au XVIe siècle. On a voulu agrandir ces espaces décloisonnés, mais à gauche, vous voyez un demi-arc ici, cette forme très caractéristique de cette architecture pré-romane avec un pied droit et l'arc qui démarre en retrait sur le pied droit et qui a une forme de fer à cheval. Et on voit comment sont appareillés les claveaux de l'arc, qui ne sont pas du tout appareillés d'une façon rayonnante, comme on le verra plus tard, mais qui sont montés un petit peu en tas de charge, d'une manière tout à fait qui appartient à une tradition de construction, mais qui n'est pas appelée à se développer. Et là, nous sommes à gauche, dans le collatéral nord, et l'on voit l'entrée de l'absidiole du côté nord et l'entrée du couloir qui longe le chœur ici. Donc on ne cherche pas du tout à ouvrir les espaces les uns sur les autres, du tout. Donc, en noir, c'est l'église qui est consacrée en 975. L'abbé Oliba devient abbé de Saint-Michel de Couchat en 1008 et il introduit des modifications architecturales qui sont riches de sens, à la fois dans les formes architecturales mais j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on a la chance de pouvoir expliquer. D'abord, dans l'église elle-même, Saint-Michel, il va faire une modification substantielle. Il ouvre dans les couloirs qui longent le chevet plat, il ouvre l'extrémité de ces couloirs vers l'est, il crée un couloir transversal perpendiculaire auquel il accole, c'est Caesar fecit pontem, hein, c'est pas César qui a construit le pont, c'est pas Oliba qui a construit, il fait construire 3 absides dans lesquelles il y a bien sûr 3 autels. C'est-à-dire qu'il développe, par cette simple adjonction de couloirs perpendiculaires et 3 absides, il développe 3 lieux supplémentaires où l'on peut dire des offices. Et cela correspond à un des changements de mentalité très profonds qui s'opèrent dans le milieu monastique autour de l'an 1000. De plus en plus de moines demandent à être ordonnés prêtres et ils ont besoin donc d'avoir des autels pour pouvoir dire leur messe quotidienne. Et donc, on a ici une espèce de création d'un faux, c'est pas un vrai déambulatoire, parce que c'est une sorte de déambulatoire pour répondre à cet office. Mais surtout, et c'est là l'œuvre majeure d'Oliba, il va créer à l'ouest de l'édifice 2 églises superposées. On voit ici le plan de l'église supérieure, qui sont reliées à l'église principale par 2 couloirs
Celui du nord est figuré ici, celui du sud ne l'est pas, mais il existait ici, qui encadre un parvis qui permet l'accès à l'église Saint-Michel depuis ces églises occidentales. Et on voit très bien comment l'ancrage de ces galeries voûtées se faisait dans l'angle ici. On a une vue extérieure du collatéral sud de la nef de Saint-Michel, ici la nef centrale, et on voit l'arrachement des voûtes d'arêtes qui couvraient ces galeries. Comme le terrain est en pente, parce que nous sommes toujours en moyenne montagne, c'est-à-dire qu'il y a une assez forte déclivité entre l'église Saint-Michel et puis le terrain descend vers l'ouest, Aulibin a pu établir donc 2 niveaux superposés. Le niveau inférieur, qui est donc enterré, c'est une crypte, comprend une église dédiée à la Vierge, encadrée de 2 couloirs, ici et là, et puis il y a un système de couloirs perpendiculaires qui supportent des voûtes qui font transition sans communication entre l'église Saint-Michel ici et cette église-là, c'est-à-dire qu'en fait, elle porte le parvis. Chacun des 2 couloirs est dédié à un archange. Alors, j'oublie toujours, il y a Gabriel d'un côté et Raphaël de l'autre, et je ne sais plus où je l'ai marqué. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis au centre, dans un plan carré, on a inscrit un cercle, un deuxième cercle qui est l'abside de cette église, qui est dédié à la Vierge et qu'on appelle la crypte du Pessèbre ou de la crèche. Une église qui est assez étonnante sur le plan architectural, avec son plan circulaire, et puis surtout avec sa voûte annulaire qui couvre tout l'espace et qui repose sur un gros pilier maçonné au centre. C'est ce que vous voyez à droite ici. Ce pilier qui est construit avec des blocs à peu près régulièrement taillés, et surtout dont on voit très bien ici toutes les traces du coffrage de bois qui avait servi à couler le mortier et les pierres qui formaient matériellement cette voûte annulaire. Et puis, dans la petite abside ici, bien sûr, se trouvait l'autel, et c'est la seule partie hors œuvre de l'édifice. Si l'église est dite de la crèche, c'est bien sûr en souvenir de la grotte de la Nativité à Bethléem. Et si l'église est ronde, c'est que pour les églises dédiées à la Vierge, on adopte souvent ce parti d'un édifice circulaire depuis qu'en 610, on avait consacré le Panthéon de Rome à la Vierge Marie. Et c'était devenu une sorte d'archétype architectural. Au-dessus, on a un édifice beaucoup plus établi très exactement au-dessus de l'église de la Vierge. On a un édifice beaucoup plus curieux quant à son plan. C'est l'église de la Trinité qui a disparu depuis longtemps, suffisamment longtemps pour qu'on ne sache pas quand elle a disparu, et dont les ruines ont été dégagées en 1952 par Sylvain Stimpopper. Alors Sylvain Stimpopper avait établi une toiture provisoire sur des poteaux de bois qui restaient provisoires jusqu'il y a 1 an ou 2 ans, date à laquelle on a remplacé cette toiture provisoire d'accord de tôle onduleux par une sorte de bâtiment discutable, mais qui offre l'avantage d'avoir une très grande baie vitrée qui donne sur la vue magnifique qu'il y a à l'arrière. Donc le bâtiment lui-même, on n'en possède plus que le plan, mais on n'a aucune idée de son élévation. Et le plan, donc, vous le voyez, est un plan tout à fait curieux. Il est composé de plusieurs parties. D'abord, l'espace central de la nef est un cercle qui fait 9,50 m de diamètre. Ce cercle est complété par un ovale à l'ouest et, après 2 petits ressauts, par
l'hémicycle dans lequel se trouve l'autel. Des marches mènent à l'autel, elles sont toujours conservées, on les voit là-haut sur la diapositive à droite, et puis donnent par deux ouvertures sur les espaces triangulaires qui sont ménagés dans les écoinçons. Dans les écoinçons occidentaux, on a aménagé des escaliers en vis qui permettent d'accéder au niveau inférieur, mais on n'y accède que depuis l'extérieur de l'église, pas depuis l'intérieur. Il faut remarquer encore qu'on a 3 portes pour pénétrer dans cet édifice. Une principale à l'ouest, avec une volée de marche qui mène à l'extérieur du monastère, et puis 2 autres au sud et au nord qui mènent sur les couloirs latéraux. Et il faut encore remarquer qu'on a 6 petites niches, 3 de chaque côté, qui sont ménagées dans les murs de la nef. Alors, l'ensemble qui est formé par ces 2 édifices et le système de crypte qui enserre la chapelle basse résulte d'un programme architectural cohérent et qui reflète une pensée théologique tout à fait fermement établie. Par une chance absolument extraordinaire, on a conservé un texte des années 1043-1046, ce texte que l'on appelle la lettre sermon du moine Garcias. Alors Garcias, c'est un moine de l'abbaye, et on l'appelle lettre sermon parce qu'on ne sait pas très bien comment définir ce morceau de littérature, qui tient à la fois de la lettre, du sermon prononcé à l'occasion de la dédicace de l'Église, et puis de la liste des reliques, parce que les reliques étaient nombreuses à Saint-Michel de Couchas. Et donc, dans ce texte qui est tout sauf une étude archéologique, le moine Garcias parle des édifices, et il parle notamment de l'église supérieure. Et donc, cette église supérieure, qui est dédiée à la Trinité, pour lui, elle est construite à l'instar du trône régalien, ad instar regalis troni, c'est-à-dire ce que l'on appelle le trône de la grâce, une expression qui est empruntée aux Hébreux pour représenter la Trinité. Il s'agit, dans une mandorle, d'une représentation de la majesté de Dieu qui est assise, qui tient le crucifix pour le présenter à la vénération des fidèles, et l'Esprit Saint est représenté sous la forme d'une colombe. Donc on a bien la Trinité. Alors on trouve beaucoup de ces images au XIIIe, XIVe, XVe siècle, mais par une autre chance tout à fait extraordinaire, on a conservé, à gauche, l'une de ces images du trône de grâce dans un manuscrit qui a été fait à Saint-Michel de Couchas. Et en fait, c'est dans un manuscrit qui rassemble des évangiles. On a 4 feuillets qui ont été reliés en même temps que ces évangiles. Et parmi ces 4 feuillets, il y en a 2 qui nous intéressent tout particulièrement. Celui de gauche, pour commencer, celui du trône de la grâce. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le manuscrit est réalisé aux environs de 1100. Et peut-être aussi donc les dessins qui nous intéressent. Il est tout à fait intéressant de voir que finalement, l'église supérieure, en plan, elle reproduit ce type de dessin, c'est-à-dire la mandorle, les bras de la croix, avec les portes, ici, celle-là, et puis l'autel pour la tête. Et puis, Garcias, il faut revenir à notre fameuse lettre sermon du moine, il termine sa description, enfin si on peut dire, de l'Église par la phrase « Passant de la vision de l'autel sacré visible à l'autel intérieur de la vie », c'est-à-dire la vision architecturale qui entraîne au monde de l'esprit et à la vie spirituelle du chrétien, nous brûlons les parfums de la bonne volonté, de la miséricorde, de la justice, avec la bienveillance, la douceur et la sobriété. C'est-à-dire une liste de 6 vertus chrétiennes. Il est tentant
de penser que les 6 vertus chrétiennes sont traduites architecturalement par les 6 niches qui se trouvent dans l'espace principal. La superposition des 2 édifices est également riche de sens. La crypte de la crèche, sous l'église de la Trinité, traduit une des spéculations théologiques qui sont habituelles à cette époque sur le mystère de l'incarnation. En fait, le sens de l'ensemble relève de ce que l'on appelle l'ecclésiologie, c'est-à-dire que la chapelle de la crèche en bas évoque le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu et de la Vierge, Mère de Dieu, et elle évoque l'église de la terre. Et l'église du haut, celle de la Trinité, c'est l'église du ciel. Donc on a la traduction concrète de ce qu'énonçait Carolite, dont a dû vous parler aussi Hébert Suffren, quand il écrivait « L'architecture représente la formulation concrète d'une pensée et de sa fonction », ce que l'on peut traduire par l'édifice appelé à abriter un culte en épouse la forme. Dans le cas de Couchat, on a un rassemblement tout à fait exceptionnel de matériaux, qui ne sont pas que les matériaux de la construction, et qui nous éclaire sur un élément fondamental, c'est à l'origine de cette architecture romane, il y a bien une pensée qui va au-delà de la simple adéquation forme-fonction, accueil des fidèles, etc. Ce programme architectural suppose la rencontre de 2 personnes qui sont le commanditaire, celui qui veut dire quelque chose, et le constructeur, que je crois on peut appeler l'architecte, qui va le traduire dans la réalité matérielle de la construction. Ces 2 personnages, on avait un petit peu tendance à les oublier pour ne s'intéresser qu'à la vie des formes, si j'ose dire, mais depuis une quinzaine d'années maintenant, on travaille beaucoup plus dans ces directions-là. Alors en fait, je crois que ces images, mais ça c'est une piste qui demanderait à être suivie, je pense que ces images, elles ne sont pas là par hasard dans le manuscrit fait à Couchat. Je me demande si ce ne sont pas tout simplement des projets de peinture murale qu'on aurait pu avoir pour ces édifices. Le trône de la grâce peut être dans l'abside de Saint-Michel de Couchat, mais j'y pense surtout à cause de l'autre image qui est présente ici, qui représente la Vierge trônant sur un trône, donc avec l'enfant Jésus sur ses genoux, qui bénit, qui tient le livre, qui est enfermé dans une première mandorle. Et puis dans une deuxième mandorle, on a une série de personnages, certains saints, d'autres non, certains ont une auréole, d'autres n'en ont pas. Ce sont des laïcs, des ecclésiastiques, des abbés, des rois. Et je me demande si là, on ne pourrait pas avoir une sorte de programme de décor pour la voûte annulaire, ici, de l'église de la crypte, et puis la Vierge venant ici. Ce qui est sûr, c'est que, alors pour le haut, on n'en sait rien parce que tout a disparu, mais pour l'église du bas, on n'a jamais eu de peinture murale puisqu'on a encore le béton brut de décoffrage, si j'ose dire, dans la partie supérieure. Donc tout cela pour vous dire que, en commençant, que ça n'est pas une architecture gratuite, c'est une architecture qui au contraire est lourde de sens, mais exceptionnels sont les cas pour lesquels on a une documentation qui nous éclaire sur cet aspect-là de la construction. Alors je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder présent à l'esprit, et surtout dans une époque où la nôtre, où on charge moins de sens, je pense, et c'est naturel, là, on était quand même dans une optique très particulière, nos constructions. Ceci dit, mais rassurez-vous, j'avancerai un peu plus vite, je ne resterai pas aussi longtemps sur les autres exemples. Je voudrais encore vous montrer deux édifices très connus aussi pour cette définition de l'architecture dans le premier quart du XIe siècle. Les architectes du XIe siècle vont beaucoup travailler sur la forme des chevets des églises. Et l'un des chevets qui est appelé à connaître un grand développement, c'est le chevet dit à déambulatoire et chapelle rayonnante. Le déambulatoire étant le couloir qui entoure l'abside, souvent précédé d'un chœur, comme ici, carré,
avec des chapelles qui sont disposées selon des rayons. Il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, ça dépend des églises. Et l'un des tout premiers exemples, c'est celui de Saint-Philibert de Tournu, pour lequel on est assez bien renseigné, puisqu'on sait que l'église précédente a brûlé en 1007 ou 1008, et que le chevet fait l'objet d'une consécration en 1019. Donc, en une petite dizaine d'années, on va construire la partie orientale de cet édifice, avec ce plan qui offre la combinaison qui offre des capacités fonctionnelles qui sont tout à fait évidentes, enfin qui apparaissent comme évidentes à ceux qui ont pratiqué l'architecture romaine, mais c'était parmi les choses nouvelles à l'époque. Un espace au centre, le chœur pour les moines, qui vont pouvoir dire leurs offices, l'abside à l'intérieur de laquelle généralement se trouve l'autel, un espace de circulation qui dessert des nombreuses chapelles. À Saint-Philibert de Tournu, on utilise encore des chapelles rayonnantes de plan rectangulaire. On n'a pas encore testé, pourtant ça s'est fait ailleurs, mais dans des cryptes, la chapelle rayonnante demi-circulaire qu'on utilisera assez rapidement parce qu'elle s'intègre plus harmonieusement au reste de l'édifice. Donc on peut faire circuler des fidèles, on a plus d'autels pour dire des messes, et on respecte le calme nécessaire aux offices des moines qui disent leurs heures 7 par jour. Et puis, à Saint-Philibert de Tournu, à la fois parce que le terrain était en pente et parce qu'on avait de très nombreuses reliques, on va établir on établit avant le chevet lui-même, on établit une crypte de même forme. Et l'on voit sur la photographie à droite une image un peu tronquée, il manque le bas de l'élévation de ce chevet de Saint-Philibert de Tournu, avec en bas des petites ouvertures qui traduisent le niveau de la crypte, et puis en haut, les ouvertures plus importantes des chapelles et du déambulatoire de l'église haute, mais à peu de choses près, les parties sont établies donc exactement l'une sur l'autre, donc ont le même plan. Et vous voyez sur la coupe en bas à droite l'excavation dans laquelle se loge la crypte inférieure. Dans l'élévation de Saint-Philibert de Tournu, pour le chevet, on remarque que l'on emploie différents types d'appareils dans la construction qui correspondent probablement à des étapes dans la construction, mais qui sont très rapprochées, avec une chose frappante qu'il convient de noter, en partie basse, des blocs de pierre de moyen appareil, très bien taillés, que l'on va retrouver dans les contreforts jusqu'en haut, et qui sont destinés à garantir une très bonne stabilité de la construction. Mais cet usage du moyen appareil, qui deviendra plus systématique dans les grands édifices par la suite, s'interrompt à une époque pour laisser place à une maçonnerie plus de tout venant, avec des blocs moins bien équarris, certains étant disposés en arête de poisson. Donc on n'accorde pas ici, à Saint-Philibert, une importance à l'allure extérieure de la construction. Dans la partie haute, donc au niveau de l'église, l'abside est entourée d'un déambulatoire. Donc l'abside, les parties hautes ont été reconstruites au XIIe siècle, mais dans le déambulatoire, on voit bien comment, d'une part, le sol de l'abside est bien séparé de celui du déambulatoire, et on observe un cloisonnement encore important des espaces, alors qui est ici en plus accentué par le fait que les chapelles sont fermées par des grilles, mais c'est une véritable porte qui donne accès à la chapelle, et on n'a pas libéré tout l'espace qu'on aurait pu libérer entre les colonnes qui encadrent cet arc. De la même façon, les fenêtres n'occupent pas tout l'espace. Donc on a encore un cloisonnement relatif des espaces, et c'est quelque chose sur lequel vont réfléchir et travailler, je pense, les architectes, pour obtenir une plus grande ouverture des espaces les uns sur les autres. Dans la crypte, alors la crypte, ce qui est bien sûr un peu différent de la partie haute, c'est que la salle centrale est
comme il est traditionnel, en fait, divisé en 3 vaisseaux par des colonnes. C'est pas tellement qu'on ait besoin de 3 vaisseaux, c'est qu'on a besoin surtout de systèmes pour porter une couverture qui elle-même va porter le sol du niveau haut, avec une série de petites voûtes d'arêtes. Et là encore, on voit très bien les traces de coffrage de bois qui ont servi à établir ces voûtes. Ce même type de coffrage, on en retrouve les traces dans la voûte du déambulatoire. Et là encore, on voit que le cloisonnement des espaces est bien marqué, mais avec chaque fois cette alternance, donc entrée d'une chapelle, ouverture d'une fenêtre, etc. Donc on a là les prémices d'un plan qui est appelé à se développer et à devenir la forme majeure des chevets à l'époque romane, mais dans sa toute première version. Mais évidemment, là pour l'instant on a parlé d'édifices qui sont importants, mais on a aussi des choses complètement hors normes, et vous connaissez Saint-Bénigne de Dijon, enfin ce qu'il en reste, puisque l'église a été presque complètement démantibulée en 1792. Une église totalement hors norme, complètement extraordinaire, c'est-à-dire que même dans ces époques où on est encore en stade d'expérimentation des techniques, on peut se dire que les commanditaires et les constructeurs n'ont pas peur de grand-chose. Dans ces 20 premières années du XIe siècle, c'est un abbé célèbre, Guillaume de Volpiano, en fait à l'époque on l'appelle Guillaume de Dijon, c'est un des principaux réformateurs de son époque, et c'est lui qui réédifie l'église du monastère de Saint-Bénigne de Dijon, dont il était, entre autres, l'abbé. Il édifie une église dont vous avez le plan ici à droite, alors que l'on connaît par quelques plans anciens et par quelques fouilles, mais on n'en a pas une connaissance très précise, elle a disparu complètement. Une église à 3 vaisseaux, avec des collatéraux, un transept, et puis pas véritablement d'abside majeure, qui disparaît au profit de l'articulation avec une énorme rotonde, quelque chose qui probablement trouve sa source dans les rotondes hors œuvre des cryptes carolingiennes dont François Hébert Suffren a dû vous parler, mais qui là prend des dimensions absolument monumentales, puisque la rotonde est un édifice qui fait 18 mètres de diamètre. Alors cette rotonde, on la connaît par des plans qui sont dressés au XVIIIe siècle, des plans des différents niveaux que je vous ai mis ici, un espace central qui reste vide et une sorte de double couloir annulaire qui encadre cet espace central. Et on accède aux différents étages de la tour par de la rotonde par des tours d'escalier presque hors œuvre qui montent jusqu'en haut, et l'ensemble est complété par une chapelle à 3 niveaux également qui se développe ici à l'est. Le niveau inférieur correspondait à celui de la crypte, qui s'étendait aussi sous le transept et le vaisseau de la nef centrale, et c'est le plan qui est ici à gauche. Alors en fait, on a conservé, vous le savez, de Saint-Bénigne que la crypte. Alors on en a aussi des coupes qui illustrent bien donc ces différents niveaux, ici, avec l'espace central qui reste vide. Les doubles couloirs de circulation portent des voûtes donc qui reposent sur des colonnes, et dans la partie supérieure, on a une sorte de voûte en demi-berceau annulaire. Et d'après les textes contemporains de la construction, il n'y a ni autel, ni relique, ni sépulture au centre de la rotonde. Autant dire qu'il n'y a rien. C'est simplement un espace de transition, de circulation au niveau de la crypte, et puis en haut, c'est une sorte de puits de jour, si on peut dire. Par contre, au premier étage, on
on a l'autel de la Vierge qui est situé dans la chapelle orientale, et puis on a l'autel du chevet, celui où il y a bien sûr le tombeau de Saint Bénigne. Et alors ce qui est intéressant, c'est que au deuxième étage, dans le niveau supérieur, les vocables des autels sont en 18, c'est pour ça que je vous ai mis ce plan ici, donc tout à fait en haut. On a l'autel de la Trinité, ça vous rappelle quelque chose. En 19, on a l'autel de Saint-Paul. Et en 20, on a l'autel de Saint-Michel-Archange. L'autel de la Trinité, c'est parce que le ciel est proche. Saint-Michel-Archange, c'est parce qu'il est à la tête des légions célestes et qu'il est situé en hauteur. Alors pourquoi Saint-Paul, me direz-vous ? La présence de l'autel de Saint-Paul à cet endroit s'explique et la chronique de l'abbaye le rapporte. C'est Saint-Paul, dans un passage de sa deuxième épître aux Corinthiens, il dit « Je connais un homme, c'est-à-dire moi, un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, était-ce dans son âme, fut enlevé au ciel, cet homme fut enlevé jusqu'au paradis. » Donc on a là cette idée d'une superposition. Et encore une fois, cette architecture n'est pas gratuite et n'est pas simplement que de l'architecture de performance. C'est une architecture qui a un sens théologique et finalement c'est assez normal, c'est ce qu'on peut attendre d'une église. Cet édifice n'a pas été reproduit, n'a pas servi de modèle. Au contraire, il semble bien que l'on puisse situer cette construction dans l'aboutissement d'une série dont l'origine est à chercher dans les martyriats de plan centré de la fin de l'Antiquité. Et il faut sans doute comprendre cette rotonde de Saint-Bénigne comme l'ultime témoin de ces cryptes hors œuvre et de ces chevets à étages de l'époque carolingienne. On a dû vous parler de Saint-Pierre de Flavigny ou Saint-Germain d'Auxerre dans un autre genre. On est là dans l'aboutissement de ce processus. Alors dans la crypte sont encore en place. Alors voilà la vision que l'on peut avoir à droite de l'espace intérieur de la crypte. Et dans cette crypte sont encore en place des chapiteaux. Alors certains sont simplement épanelés, c'est-à-dire qu'on a dégrossi la forme. Et puis dans d'autres, on a des sortes d'ébauches de sculptures. Et alors on a dit, ce sont des sortes d'orants, des personnages très très frustes qui étendent leurs bras, qui ont l'air de prier. Simplement, ils sont dans ces chapiteaux-là sont placés dans les deux colonnades intérieures, les deux du centre. Et si on en avait fait 24, on aurait quelque chose comme les 24 vieillards de l'Apocalypse. Donc il faut se demander si on n'a pas là un programme inachevé et qui peut se référer à l'Apocalypse parce qu'on a deux autres chapiteaux qui se réfèrent avec les symboles des évangélistes qui se réfèrent également à l'Apocalypse. Mais là, je ne vais pas développer ce thème qui nous entraînerait un petit peu loin. Alors ce blanc manteau sur lequel je me suis largement étendue, en fait, je vous ai donné 4 exemples, mais on pourrait les multiplier à l'infini. En fait, non, à l'infini, j'exagère sans aucun doute, parce que des types d'églises à cette époque-là, et notamment pour les chevets, ceux qui font l'objet véritablement des recherches des architectes, ce sont ces chevets comme celui de Cluny II ici, avec une formule originale qui aura une suite, un très long chœur, une abside hémicirculaire qui est encadrée d'absides qui elles-mêmes possèdent des travées préalables, si j'ose dire, des absides qui sont de hauteur décroissante. C'est ce qu'on appelle le chevet à chapelle échelonnée, qu'on appelait autrefois chevet bénédictin, parce que Cluny, mais en fait, il y a des tas de bénédictins qui ne l'utilisent pas, et tous les bénédictins... il y a des tas de bénédictins qui ne l'utilisent pas, et des tas de non-bénédictins qui l'ont utilisé, donc ça ne correspond à rien, il faut renoncer à ça, il faut mieux s'en tenir à l'appellation de chevet à chapelle échelonnée. Mais on en a aussi, par exemple ici, un autre exemple, mais d'une forme complètement différente, c'est celui de la priorale de Saint-Généroux dans le Poitou, avec l'abside centrale qui est encadrée de deux absides elles-mêmes précédées par une travée de chœur, et puis des petites absidioles plus petites sur les transepts. On a le schéma absolument classique de Saint-Génis des Fontaines, avec le chevet triparti, les trois absides. On a aussi des sortes de chevets à déambulatoire, mais ici, il s'agit des plans des cryptes
la cathédrale de Chartres à droite et puis de Saint-Aignan d'Orléans à gauche. Mais on n'a que les cryptes. Ce sont des édifices qui sont commencés dans les années 1020. On ne sait pas si le niveau supérieur de l'église qui les surmontait avait la même forme. Mais c'est un moment où on est donc là entre tradition et modernité. Pour illustrer la tradition, simplement, non plus un plan, mais la vue de la basse œuvre de Beauvais, qui est aussi de ces environs de l'an 1000, et pour la construction de laquelle on utilise des petits moellons absolument à la romaine, et d'autant plus à la romaine, qu'ils sont d'ailleurs issus de la récupération de matériaux antiques. Donc il est temps maintenant d'aller voir comment cette architecture se développe. Et plus les choses vont, plus on se rend compte que le milieu du XIe siècle est un élément absolument, est un moment, une sorte de creuset d'expérience absolument fondamental pour ce qui va suivre. Et pour commencer, je prendrai le cas de l'église abbatiale de Sainte-Foy de Conques. Alors vous connaissez l'histoire de Sainte-Foy de Conques, c'est un monastère absolument perdu au fin fond de l'actuel Aveyron, et d'ailleurs même aujourd'hui c'est pas facile d'y arriver. Des moines qui existent là au IXe siècle, qui vivotent tant qu'ils peuvent, et qui sont pourtant aidés par Louis le Pieux, qui est roi d'Aquitaine, qui les subventionne, notamment en faisant construire une route, tellement il est difficile d'aller les voir. Et puis ces moines de Conques sont surtout connus pour avoir organisé le rapt, le Pieux larcin, comme on dira, des reliques de Sainte-Foy, une jeune martyre d'Agen, qu'un moine va voler à Agen et ramène à Conques. La Sainte-Foy, les reliques de la Sainte-Foy, cette jeune martyre, arrivent à Conques à la fin du IXe siècle, mais il faut quand même attendre la fin du Xe siècle pour voir le premier miracle opéré. Donc elle a mis 100 ans à s'habituer. Et puis, à partir de la fin du Xe siècle, des miracles, des miracles, des miracles. On en entend tellement partout parler que ça va susciter la venue de Bernard d'Angers, qui était un écolâtre de Chartres, et qui nous explique bien qu'il avait entendu parler des miracles de Sainte-Foy, mais enfin il trouvait que c'était un peu douteux. Et puis en plus on y admirait une statue, un peu comme les païens le faisaient avec des idoles, donc il arrive à reculons en se disant sus à l'hérésie, enfin il trouvait ça très douteux. Et puis il va voir les miracles s'opérer et il va être converti à Sainte-Foy et il va écrire ce fameux livre des miracles de Sainte-Foy de Conques, qui donc nous éclaire sur les circonstances de la construction. Et vous avez vu probablement, sinon à Conques, du moins au Louvre, il y a 2 ou 3 ans, cette très célèbre statue reliquaire de la Sainte-Foy, mais qui n'est pas mon sujet. Les pèlerins viennent. Visiblement, le programme de publicité a fonctionné très bien, tant et si bien que dès le deuxième quart du XIe siècle, probablement entre les années 1035 et 1050, on entreprend la construction d'une nouvelle abbatiale sur un plan beaucoup plus important que la précédente, et on va construire ceci. Alors, cette église, cette Foy de Conques, elle est très connue pour être le prototype des églises dites de pèlerinage. J'y reviendrai pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. On s'accorde à donner à l'abbé Odolric, qui est abbé du monastère entre 1035 et 1065, la paternité du projet et les débuts de la construction. Et on sait qu'une consécration intervient dans des dates qu'on peut mal fixer, mais entre 1042 et 1051. Et c'est donc au cours de ces années, mettons entre 1035 et 1045 ou 1050, donc dans l'espace d'une quinzaine d'années, que l'on construit le chevet. Et en fait, on implante tout l'édifice, tout le tour de l'édifice, et on construit ce chevet qui a une forme un peu curieuse, qui est à déambulatoire et 3 chapelles rayonnantes, et qui présente sur chaque bras des transepts 2 chapelles de longueur décroissante,
comme si on avait eu, c'est Marcel Durlia qui avait eu cette belle formule de dire que comme si le plan déambulatoire et chapelle rayonnante avait été contaminé par le chevet à chapelle échelonnée ou l'inverse. Ça a tellement troublé les historiens de l'art que, jusqu'à il y a peu, on a considéré que la partie centrale, à déambulatoire et chapelle rayonnante, était le fruit d'une reconstruction plus tardive, une mise au goût du jour, dans les années 1060-1080. Mais en fait, l'analyse archéologique, tout simplement l'observation des matériaux qui composent cette église, montre que l'ensemble du chevet est conçu d'une seule venue. Alors, l'église de droite est trop rose et l'église de gauche est trop jaune. Vous faites la moyenne entre les deux. Mais toute la partie basse est construite avec un grès rouge. Voilà, il faut imaginer que le grès rouge est ici. Tout ça. Mais par contre, au niveau du déambulatoire, on a un grès beaucoup plus jaune. Et ça correspond à une reprise. Mais une reprise simplement dans la partie haute de l'édifice, pas dans la partie basse. Donc on a l'assurance que tout cela est d'une seule venue et correspond donc à ce qui existe au moment de la consécration des années 1042-1051. Et l'ensemble de la nef est implanté aussi. Cela veut dire que d'emblée, dès l'origine du projet, donc si c'est Odolric qu'il arrive en 1035, donc dès ces années 1035, on conçoit un édifice avec une nef de 3 vaisseaux, un transept très saillant, et donc le chevet dont je viens de parler. D'emblée, on prévoit aussi que les collatéraux vont être surmontés de tribunes, même si ces tribunes ne sont construites qu'après coup. Ces tribunes qui longent les bras du transept, et donc elles sont conçues probablement pour servir, pour épauler la voûte principale du vaisseau majeur de la nef ou de toute la longueur du transept. On sait qu'elles sont prévues d'emblée parce que d'emblée on prévoit un escalier pour y accéder. Mais dans la réalité, elles seront construites un petit peu plus tard. Voilà une vue extérieure de Conques, mais que vous connaissez probablement, avec ici apparaissent nettement sur ces clichés le fait que pour construire cette abbatiale de Conques, on a dû entailler beaucoup dans une pente très raide de la montagne. Ici, pour le transept nord, on voit le sol là, et on doit décaisser parce que il y a encore 3 ou 4 mètres d'élévation pour arriver au bas du transept ici, alors que du côté sud, au contraire, le terrain donc est très en pente de ce côté-là. Le bas du transept est à peu près ici, et le niveau du cloître est établi à 4 mètres plus bas que le sol de l'église. Donc on a une pente très prononcée dans laquelle on a entaillé des masses considérables de matériaux. Normalement, ce sont les Romains qui font ça, mais là au Moyen-Âge on le fait aussi. Et vous distinguez ici du côté sud ces matériaux un petit peu différents, ce grès plus rouge, qui correspond à la première campagne de construction avant la première consécration. Le chevet est construit, ça aussi, il faut imaginer que ça part comme ça. Et puis au niveau du transept, on a les blocs de grès rouge qu'en bas, et après on va changer de pierre. Pourquoi est-ce qu'on change de pierre ? Tout simplement parce que la première carrière est épuisée et qu'on utilise une carrière différente. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure de la construction, qui dure à peu près 80 ans, on va changer plusieurs fois de matériaux. On va s'approvisionner d'abord dans des calcaires de grès, et puis on va s'approvisionner en schiste, qui est le matériau local, avec des schistes de différentes provenances et de différentes qualités. Et c'est selon le moment du chantier. On utilise tel ou tel matériau, et c'est ce qui permet de suivre la progression du chantier dans les murs. Alors, Conques, son chevet, je vous le disais tout à l'heure, avait étonné les historiens de l'art. Quant à la tour d'escalier hors œuvre, c'est quelque chose qu'on a trouvé à Saint-Bénigne de Dijon. C'est quelque chose qu'on a exactement à la même époque, mais là on est hors frontière, à Saint-Michel de Hildesheim, on est dans les années 1030.
Donc c'est une pratique qui est héritée de la pratique carolingienne, qu'on utilise encore à Conques, mais qu'on n'utilisera plus pratiquement par la suite. À l'intérieur, alors je suis désolée de la mauvaise qualité de mes photos, mais depuis qu'on a ces extraordinaires vitraux de Soulages, qui sont vraiment très très beaux et qui permettent de voir l'édifice comme on ne le voit jamais, mais on est très souvent à contre-jour, et je ne suis pas assez bonne photographe pour faire des vues vraiment convaincantes. Mais il y a une autre chose qui m'intéresse ici avec ces vues intérieures, c'est que l'on voit que le sol des chapelles du déambulatoire, ici, est établi plus haut que le déambulatoire lui-même. Et en fait, l'ensemble de l'élévation est posé sur un haut socle. Ce haut socle qui fait à peu près 1,30 m de hauteur, qui est couronné d'une assise décorée, un peu comme on faisait pour les podiums de temples antiques. Socle que l'on retrouve aussi à l'entrée des chapelles. Alors les grandes chapelles du déambulatoire, elles possèdent une travée droite et puis un mur hémicirculaire. Et on retrouve aussi dans les petites chapelles du transept, donc qui sont un simple hémicycle. Et si l'on s'amuse à suivre toutes les assises de ce socle, on se rend compte que tout est parfaitement contemporain, que tout est construit en même temps, et il faut là penser que les constructeurs ont dû quand même résoudre un sacré problème technique, c'est que le chevet est implanté sur un terrain très en pente. Donc ils ont excavé d'une manière très importante ici du côté du nord. Donc tout ça était en pente et ils ont bâti le chevet sur un socle avec des fondations probablement moins importantes au nord et très importantes au sud. Et ces fondations, on en voit le débord ici avec cette émergence, ce socle sur lequel est posée toute l'architecture du chevet. Les bases ne commencent qu'à ce moment-là. Donc c'est vraiment, on imagine là, pour le chantier de Conques, le travail préalable de nivellement du terrain et d'établissement de fondations absolument colossales sur lesquelles on bâtit l'église. Conques a quelques problèmes de stabilité, mais finalement pas tant que ça, puisque l'église existe toujours. Ça veut dire que, du point de vue des fondations, les choses ont été très sérieusement réfléchies par l'architecte. On a une autre chose intéressante aussi, je reviens un instant au plan, on se rend compte qu'on est donc là dans les années 1035, 1045, mettons, on se rend compte que dans le transept, on utilise un type de sculpture qui sont des chapiteaux, disons, de tradition carolingienne, des chapiteaux à entrelacs, et uniquement pour le déambulatoire et l'entrée des chapelles, on va utiliser un type nouveau, moderne, de chapiteau. Alors, le chapiteau traditionnel, c'est celui qui est ici, en haut à gauche. Le chapiteau à entrelacs, alors là, c'est une forme d'entrelacs évoluée avec des sortes de végétaux qui s'épanouissent en éventail à partir des nœuds d'entrelacs ici. Et puis, on a des chapiteaux très différents, dont on ne connaît absolument pas les antécédents, qui sont par exemple celui qui est en dessous, des espèces de nœuds d'entrelacs, mais très légers. On n'est plus du tout dans l'entrelac systématique carolingien, avec ses feuilles et puis une petite tête humaine qui surgit. On a aussi, là le chapiteau est très érodé, il n'y a pas que la photo qui n'est pas très bonne, avec une sirène. Alors ça c'est à l'entrée de l'abside d'Axe, dans les chapelles du déambulatoire. Une sirène qui tient sa queue bifide entre ses mains. Et puis 2 centaures, vous voyez le corps du cheval et puis le buste de l'homme avec sa tête. Et ça, on entre dans l'ère du chapiteau historié, et c'est évidemment la représentation de la luxure, à la fois mâle et femelle, si j'ose dire, mais lui fait pendant, en face, une représentation de Daniel dans la fosse au lion, donc le salut par la prière est assuré. On est là avec cette introduction des chapiteaux historiés dans les formes très moderne de l'art des années 1030, dans les choses toutes nouvelles. Et on a on a de façon très réfléchie, réservé au bras du transept la sculpture ancienne et mis dans
le sanctuaire, autour du sanctuaire, l'endroit le plus sacré de l'édifice, la sculpture la plus moderne. Alors me direz-vous, quel intérêt de mettre de la sculpture ancienne ? Enfin, de type ancien, même si elle est fabriquée dans les années 1030-1040. L'intérêt, et ça c'est un des moteurs aussi importants dans la réflexion des gens de cette période-là, de tout le Moyen-Âge, c'est justement de montrer l'ancienneté et les racines du lieu. C'est une manière de montrer, de s'inscrire dans une tradition, et vous savez que la religion chrétienne est une religion qui s'inscrit dans l'histoire. Et si ce qu'on dit aujourd'hui est vrai, c'est parce qu'il y a une série ininterrompue de témoins qui nous disent que ce qui s'est passé au temps du Christ, c'est vrai. Je caricature un peu, mais c'est comme cela que ça fonctionne. Et utiliser des formes anciennes d'entrelacs carolingiens de chapiteaux, c'est montrer que l'Église, elle est là de tout temps. Et la Sainte Foi, et les reliques de la Sainte Foi aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Notre Église de Conques, elle est un moment important puisqu'elle est entre tradition et modernité. Vous avez ici une grande vue qui montre depuis la nef jusqu'à l'abside, donc qui est séparée du déambulatoire par ces hautes colonnes. Et je vous le disais tout à l'heure, les collatéraux sont surmontés de tribunes, dont on voit ici pour la nef les ouvertures géminées, donc qui permettent une communication visuelle et surtout une communication lumineuse indirecte, puisqu'il n'y a pas de fenêtre qui soit percée directement dans la nef centrale, mais l'éclairage vient indirectement des fenêtres qui sont placées dans les tribunes. Ces tribunes, elles existent donc, je vous le disais tout à l'heure, le long des vaisseaux principaux, de la nef comme du transept, et elles s'interrompent bizarrement, non pas bizarrement, elles s'interrompent sur les murs pignons des transepts au sud et au nord. Cela nous paraît anormal aujourd'hui parce qu'après Conques, on a perfectionné le système et on a fait des tribunes un espace de circulation ininterrompu entre la nef et le chœur. Sauf qu'à Conques, on n'avait probablement pas prévu de faire de ces tribunes un espace de circulation continue au niveau haut de l'édifice. On utilise probablement ces tribunes pour des raisons structurelles, pour que la voûte des tribunes ici vienne contrebuter la voûte du berceau central. Et donc, au sud et au nord, on n'a fait qu'une toute petite passerelle qui fait à peine 1 mètre de large. Ce sont des blocs en encorbellement. Alors, au XXe siècle, on a mis une barrière, mais avant, il n'y en avait pas. C'est dire que l'accès, la circulation en tout cas au niveau des tribunes, n'était pas aisée. Ceci dit, il était très aisé d'aller dans la partie orientale par le grand escalier en vis qui se situe là. Et donc, il est probable que la partie orientale de ces tribunes, à l'est, avait une fonction liturgique, et on pense notamment aux chants qui pouvaient très bien, aux chanteurs, enfin aux chantres, qui pouvaient très bien prendre place dans cette partie orientale de l'édifice. Alors, Sainte-Foy de Conques, on en parle beaucoup, et surtout pour son chevet à déambulatoire et chapelle rayonnante. On en parle beaucoup moins pour son massif occidental, lequel massif occidental, on a toute une partie à l'ouest de l'église qui fonctionne indépendamment du reste de l'édifice et qui est tout à fait curieux, voire problématique. Vous connaissez la façade avec le grand tympan de Conques, mais vu la chronologie, je n'en parlerai que la semaine prochaine. L'on voit que, avec les ouvertures dans la façade, on a un niveau bas et puis on a une salle haute ici. Le niveau bas correspond à la dernière travée du collatéral, qui est voûtée beaucoup plus bas que les autres. La travée la plus occidentale est voûtée ici, et la travée d'après est voûtée à la hauteur normale. Il y a une salle qui prend place dans une des tours, des 2 tours qui flanquent, qui forment le massif occidental, une grande salle à laquelle on accède par un escalier depuis l'intérieur de l'édifice.
c'est un édifice monastique, et il est probable que ces salles étaient réservées à l'usage des moines, et on verra pourquoi tout à l'heure. Une fois parvenu à cette salle, on a un seul volume qui va jusqu'à l'étage des cloches, et qui, par un système tout à fait curieux de circulation, puisque on y accède par un escalier longeant le mur de la nef. Après, on peut monter par un escalier qui est pris dans le mur de la façade et qui coupe le mur de la façade en deux, on le voit ici. Et après, on atterrit à un escalier en vis qui permet de monter aux cloches. Et puis, donc on a accédé à notre salle par ici, on est rentré par là, on a pu prendre un petit escalier qui permet de prendre l'escalier en vis qui permet de monter aux cloches, et puis à mi-hauteur, on a une petite passerelle à nouveau qui nous permet d'accéder à l'étage des tribunes. Ce qui, vu en coupe, donne à peu près ça, un escalier pour monter, le sol de la salle, un escalier après qui mène au niveau des tribunes, et puis un autre qu'on ne voit pas ici qui mène donc aux cloches. C'est-à-dire qu'on a un corps occidental absolument indépendant du reste de l'édifice, avec cette grande salle en hauteur, qui n'a rien à voir avec le niveau des tribunes du reste de l'édifice. C'est-à-dire qu'on se situe dans quelque chose qui est encore de tradition carolingienne, avec deux salles qui sont probablement à usage de chapelle, mais on comprendra mieux cet usage de chapelle qui est très fréquemment utilisé pour dire les messes pour les morts, et j'en reparlerai dans un instant à propos du massif occidental de Saint-Philibert de Tournu. Ce manque d'articulation entre la partie occidentale, ce massif occidental, et le reste de l'édifice fait partie probablement des problèmes, des questions techniques, et de ce manque de fluidité, de circulation. C'est quelque chose que l'architecte n'a pas su gérer. Il n'a pas su harmoniser des fonctions et des formes. Et cela montre bien à quel point on est encore dans du neuf, dans de l'expérimental, et ailleurs, et on le verra notamment à Saint-Cernin-de-Toulouse, là les problèmes sont complètement résolus sur le plan formel. À Saint-Cernin, c'est différent, on ne l'a jamais fini, donc les choses sont un peu plus complexes. Donc à Conques, on s'en tient à la fois on est à un vrai carrefour de choses modernes. Dans les choses modernes, il y a la forme du chevet, il y a l'emploi de la pierre taillée, ce grès très bien taillé qu'on trouve systématiquement au chevet, ça c'est nouveau. Il y a l'emploi de la sculpture figurée, ça c'est nouveau aussi. Et puis, il y a des choses qui sont qui relèvent de la tradition architecturale, comme ce cloisonnement entre le massif occidental et le reste de l'édifice, ou alors la tour d'escalier hors œuvre, qui là relève de modèles strictement carolingiens. Donc, Conques, un prototype en architecture. On en a un autre très beau aussi, et qui là est encore bien connu, s'il s'agit de la tour-porche de Saint-Benoît-sur-Loire. Alors de Saint-Benoît-sur-Loire, vous en avez le plan sur la gauche. La partie la plus ancienne, c'est la tour qui se trouve en avant de la nef, qui est une construction tout à fait extraordinaire, qui est réalisée probablement à l'époque de l'abbé Gozlin. Un personnage très important qui est demi-frère du roi Robert le Pieux, donc il ne vient pas de n'importe quel milieu, et il est abbé de Fleury, comme on l'appelle à l'époque, de l'abbaye de Fleury, entre 1004 et 1030. Et on sait par son biographe que Gozlin décida d'élever à l'ouest de l'église, je cite, une tour telle qu'elle serve d'exemple à toute la Gaule. Donc il avait bien une ambition de faire quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est Éliane Vergniaud qui a étudié le plus récemment ce grand monument, qui est tout à fait, cette tour, qui est un monument tout à fait spectaculaire pour son époque, non pas tant par son agencement, puisqu'il s'agit d'une tour dont il reste 2 étages, il y en avait probablement 3 ou 4 à l'origine,
mais je vais vous montrer les plans dans un instant. Ce sont des plans qui sont extrêmement savants. L'usage du moyen appareil de pierre très bien taillée manifeste bien qu'on se situe là dans les tendances nouvelles et ostentatoires de l'architecture. Bon, en même temps, si je vous ai mis les relevés du XIXe siècle à droite, c'est pour vous montrer l'impact des restaurations côté ouest notamment. Au départ, ce n'étaient pas des baies, c'était des murs avec une arcature aveugle qui était ouverte par une simple petite fenêtre. Et puis au XIXe siècle, on a beaucoup plus ouvert tout cela. Donc on a à chaque fois procédé à des transformations tout à fait importantes de l'édifice. Donc il subsiste de cette tour-porche de Saint-Benoît-sur-Loire 2 niveaux, un rez-de-chaussée, un premier étage. On dit que le rez-de-chaussée, on appelle ça quelquefois un espace d'accueil. Si vous connaissez Saint-Benoît-sur-Loire, il y a un vent terrible donc on y reste le moins longtemps possible, mais c'est par là que l'on passe pour rentrer dans l'église. On a un système de construction avec en fait 9 espaces qui ont reçu des petites voûtes sur croisées d'ogives que vous voyez là, avec des arcs doubleaux, avec des piles donc, qui déterminent de larges espaces de passage, des piles qui sont rectangulaires, cruciformes, avec des colonnes engagées sur chacune des 4 faces. Et à l'intérieur, les piles sont différemment conçues. Elles sont organisées autour d'un cercle. Et à ce cercle, on a ajouté 4 colonnes engagées de chaque côté. Et j'ai pris ce plan-là du rez-de-chaussée de la tour-porche parce que l'on y voit très bien l'implantation, le système d'implantation des piles du centre. Donc là, on peut imaginer le travail de l'architecte pour implanter ces supports. Donc là encore, quelque chose d'extrêmement rationnel et organisé. Au 2e étage, les supports sont différents, enfin au premier niveau, au niveau haut. On a des piles qui sont des piles de plan rectangulaire avec 2 colonnes sur chaque face. Donc des piles cantonnées de colonnes. Les espaces sont couverts de voûtes d'arêtes, sauf vers l'est où on a des sortes de coupoles. Et dans le mur sont ménagés 3 espaces de plan demi-circulaires. Vous voyez le haut de l'un d'eux ici. Ce sont évidemment les 3 absidioles d'une chapelle haute de la tour. Donc là, on rejoint un système de fonctionnement qui est assez habituel. Mais ce qui est vraiment nouveau et étonnant à Saint-Benoît-sur-Loire, c'est l'emploi systématique et nouveau et véritablement révolutionnaire, si on doit vraiment dater ces sculptures des années 1030-1040, une sculpture systématique. Et je pense que Yann Vergnol a raison de dater ces chapiteaux de ces années-là, 1030-1040, mais il y a un certain nombre d'historiens de l'art qui refusent d'y croire, qui n'imaginent pas ça avant les années 1070-1080. Au départ de cette série de chapiteaux, il y en a un tout à fait étonnant, qui est le plus connu, qui est celui qui est en haut à gauche. Et en fait, j'y pense maintenant, j'aurais dû vous en mettre une image beaucoup plus grande. C'est une copie presque parfaite d'un chapiteau gallo-romain, comme on en faisait dans cette région à cette époque-là, et qui en plus est signé par son auteur, et je regrette parce que vous ne lisez pas l'inscription, Unbertus me fecit. Unbertus m'a fait. On sait que des carnets de modèles circulent. Et on a justement retrouvé à Saint-Benoît-sur-Loire des carnets de modèles de l'an 1000 où on a des dessins d'architraves, de moulurations, de mots des natures antiques. Donc, l'idée de l'antique travaille sérieusement les hommes de cette époque-là. On sait aussi, mais ça François Hébert-Suffren a dû vous le dire, on copie des Vitruves pendant tout le Haut Moyen-Âge. On a un exemplaire des années 800 qui est conservé à la bibliothèque humaniste de Célestin
avec des petits dessins de chapiteaux. Enfin, on a tout pour le petit manuel du parfait constructeur et quelque chose qui circule dans des versions abrégées, mais qui circule dans le haut Moyen-Âge. Sauf que là, quand on voit comment est fait ce chapiteau, avec ces 2 couronnes de feuilles, et puis les 2 registres de feuilles d'acanthe dans la première couronne, et puis ces hélices que vous distinguez ici, on a vraiment la copie d'un chapiteau antique, c'est-à-dire que le sculpteur a vu un modèle et l'a étudié, et l'a analysé pour le reproduire. Et alors ça, c'est très important parce qu'on ne passe pas d'un dessin en 2 dimensions à une sculpture en 3 dimensions. On a la recherche par la copie, c'est la recherche de la compréhension de la structure du chapiteau antique. Donc on a là un autre phénomène intellectuel qui est à l'œuvre. On a aussi des chapiteaux qui sont dans l'idée issue de l'antique, mais dans la pratique totalement fantaisiste, et ça aurait été absolument renié par les sculpteurs antiques. Mais là, on a des protomes d'animaux, de lions, donc ça renvoie à des séries antiques. Mais l'espèce de petit... le développement totalement fantaisiste du végétal au milieu d'eux, là, n'appartient pas du tout au monde antique. Et puis surtout, on a un programme de chapiteaux historiés. Alors sur la 50aine de chapiteaux que comporte le porche au rez-de-chaussée, il y en a une dizaine d'historiés, ce qui n'est pas rien, avec des problèmes que ne résout pas trop mal le sculpteur. Par exemple ici, dans cette scène qui représente la fuite en Égypte, vous avez la Vierge à l'enfant qui est assise sur son âne, et puis Saint Joseph qui tient l'âne par le licol, et puis les méchants qui les guettent dans les coins. On respecte ici la structure du chapiteau, c'est-à-dire que la tête de la Vierge prend la place du démédian, celui qui est ici. À la place des volutes d'angle, on a la tête de Saint Joseph, donc on respecte. On a aussi les volutes au-dessus de la tête de Saint Joseph, donc on respecte la structure du chapiteau corinthien, mais on y insère d'une façon nouvelle là une histoire, et on est là dans les débuts du chapiteau historié. Alors on a aussi des scènes qui sont beaucoup plus qui nous apparaissent comme plus maladroites, mais on est là en plein défrichement. Ici, vous reconnaissez bien la visitation sous cet arcane figuré, donc ça tient lieu et place du démédian, mais les personnages occupent toute la hauteur du chapiteau. On a là l'histoire de Saint-Martin, des histoires tirées de l'Apocalypse. Donc on n'hésite pas à s'emparer de thèmes complexes et à utiliser donc la sculpture comme support de ces images. Et vous savez à quel avenir sera promis ce système du chapiteau historié. Mais là, on est à une époque où on ne sait pas encore ce que cela va donner. Et d'ailleurs, c'est un problème, et c'est peut-être plus un problème d'histoire de l'art et de chronologie des monuments que nous étudions, mais on a l'impression effectivement qu'entre les années 1040 et les 1070, on n'utilise quasiment pas le chapiteau historié. Alors je pense que c'est plutôt un problème dans l'échantillonnage, on a peut-être perdu des choses importantes, ou alors dans la datation des monuments qu'il faut peut-être revoir. L'histoire de l'art est une science humaine très humaine, donc sujette à l'erreur et à révision sans arrêt. Il faut bien le garder présent à l'esprit. Je reviens un instant à Tournu, puisque nous sommes dans les traitements des parties occidentales des édifices. Et à Tournu, on va créer un corps occidental très important. Dans les années 1035-1040, en fait, à Tournu, on refait d'abord le chevet, et puis on garde un peu de la vieille nef, on refait le corps occidental et on reprendra la nef après. C'est une histoire un peu complexe, et donc on va créer un grand corps occidental qu'on appelle la Galilée, que les gens du Moyen-Âge appellent Galilée. Galilée, c'est d'abord une notion géographique, c'est le lieu où le Christ apparaît après sa résurrection aux disciples, c'est le carrefour des nations, c'est le lieu de la conversion. Et en fait, la Galilée, c'est, outre un espace d'accueil au rez-de-chaussée, c'est surtout une chapelle où l'on dit les messes pour les morts à l'étage. La Galilée de Tournu, vue de l'extérieur, ça correspond exactement au travée qu'on a ici,
avec là, on est donc en pleine Bourgogne, un système où on utilise ces bandes lombardes que j'évoquais tout à l'heure à propos de Saint-Martin du Canigou. En partie basse, donc à Tournu, on a un rez-de-chaussée avec trois travées, une travée centrale et des travées latérales, des voûtes assez basses qui sont portées par des piles circulaires appareillées. Donc ce système qui est reproduit ici sur cette sorte d'axonométrie. Et cela sert de socle à la partie importante de la Galilée, c'est-à-dire la chapelle haute. Au deuxième niveau, on n'hésite pas à édifier une grande chapelle à 3 vaisseaux, le vaisseau principal étant voûté en berceau sur arc doubleau, les collatéraux étant voûtés de demi-berceaux. Mais au-dessus du demi-berceau du collatéraux, on perce de grandes fenêtres, enfin d'assez grandes fenêtres, 2 par travée qui donnent du jour à l'intérieur de l'édifice. Voilà des vues donc du vaisseau central qui s'élève donc dans la continuité du bas des piles rondes, mais au départ des grandes arcades qui se transforment en un pilier carré avec un dosseret qui monte jusqu'au départ de la voûte pour porter le doubleau qui soutient la voûte. Il semblerait que les tirants de bois qui sont ici soient les tirants du XIe siècle, c'est-à-dire des systèmes qui évitent, qui permettent, qui contribuent à éviter l'écartement des murs sous le poids de la voûte, parce qu'on a là une construction qui fait une dizaine de mètres de hauteur et qui est donc extrêmement périlleuse. On est au deuxième niveau. Et donc le poids des matériaux qui forment la voûte appuie bien sûr sur le haut des murs, avec ici quelque chose un passage qui est relativement plus faible que le reste, puisqu'il y a ces ouvertures, et que la voûte du collatéral que vous voyez ici ne vient appuyer qu'au pied des fenêtres là. Donc on a un risque de rupture de l'édifice, et peut-être que ces tirants sont là pour ça. Plus rien du décor intérieur de cette chapelle, dont l'abside en surplomb sur la nef se développait en arrière de cet arc triomphal et a disparu. Mais c'est cette abside qui est restituée sur la voûte, sur cette coupe. Alors, ici, vous avez le rez-de-chaussée du premier étage, donc de la chapelle, et l'abside était en encorbellement sur la nef qui est là. On n'a pas conservé de décor, mais on a conservé 2 chapiteaux à l'entrée, ici, de l'abside, avec notamment celui-là qui est très mignon, et vous voyez que du point de vue du style, c'est quand même pas une œuvre extraordinaire, mais qui représente un sculpteur au travail. Donc, celui qui a fait ça s'est représenté, sans doute avec une certaine fierté. Pour l'instant, je vous ai parlé de monuments qui sont tous extraordinaires d'un point de vue ou d'un autre. Mais je ne voudrais pas que vous croyiez, à la fin de ce premier cours, que l'unique obsession de l'architecte est de faire des monuments extraordinaires et de couvrir tout de voûtes. On reste très fidèle pendant un certain temps, et notamment pour les nefs, à l'usage de la charpente. Laquelle charpente, bien sûr, permet d'alléger et de simplifier considérablement les problèmes de l'élévation de la nef. Mais dans une église comme celle de Saint-Étienne de Vignory, qui se trouve en Haute-Marne et qui est construite probablement dans les années 1049-1057, donc on est là en plein milieu du XIe siècle, on construit un édifice qui est à la fois moderne, dans le sens moderne contemporain, actuel, et normal. Vous le voyez sur ce plan, il s'agit d'une église à 3 nefs, avec un chœur très profond, c'est une église priorale, il y a des moines, une abside, qui est entourée d'un déambulatoire, sur lequel on a des chapelles rayonnantes hémicirculaires. Ça fait partie des choses qui se répandent beaucoup, et c'est encore nouveau, et c'est encore beau, mais ça fonctionne bien.
Pour la nef, on garde la charpente, donc on ne vise pas à l'exploit de l'église totalement voûtée, ce qui n'empêche pas que l'élévation latérale de chaque nef est tout à fait fouillée, tout à fait articulée. Alors, on a des piles qui sont simplement couronnées d'une imposte. La surface murale reste absolument présente, mais on a ces ouvertures qui ne correspondent pas à des tribunes, qui sont simplement là pour alléger et rythmer l'élévation de la nef, et puis des fenêtres hautes dans la partie supérieure. Donc, à Vignory, on a finalement une très bonne image de ce qu'on peut vouloir dans la sculpture au milieu du XIe siècle. Mais d'autres bâtiments beaucoup plus importants, comme Notre-Dame de Jumièges, on est à peu près dans les mêmes années. C'est une ruine magnifique aujourd'hui. Le chevet avait été remplacé à l'époque gothique, mais on connaît bien l'élévation de la nef puisqu'elle a été en grande partie conservée. C'est une église qui, apparemment, dont la nef est prévue au départ pour être charpentée. Ce qui n'empêche pas la dite nef d'être accostée de collatéraux, lesquels collatéraux sont voûtés d'arêtes et sont surmontés de tribunes, qu'on aperçoit ici à travers cette heureuse cassure de la maçonnerie, qui elles-mêmes sont voûtées. La nef centrale, donc, je le disais, était prévue pour être charpentée, mais elle a ensuite été voûtée, ce qui n'a pas empêché une articulation des élévations latérales de la nef, avec un système, on pourrait presque dire, de piles fortes et de piles faibles, c'est-à-dire des piles qui sont avec une colonne engagée du côté de la grande arcade, 2 par 2 qui retombent sur une pile circulaire, et puis une pile forte, où là on a un noyau rectangulaire, auquel on rajoute une colonne engagée du côté de la nef, laquelle colonne engagée va monter au-delà de l'étage des tribunes jusqu'au sommet de l'architecture. Là, on a une vraie division en travées pour la nef, et pourtant, on a un édifice charpenté. Donc, ça amène à nuancer ce jugement selon lequel la travée naîtrait nécessairement de l'usage de la voûte. On peut avoir un désir de rythme architectural en dissociant la forme du support de la nature du couvrement, ce qui est le cas ici à Jumièges. Mais nous sommes là en Normandie et on ne s'étonnera pas la prochaine fois de voir que les Normands ont été parmi les premiers à utiliser la voûte d'ogive parce que ça fonctionnait très très bien avec ce genre d'élévation. Pour finir, une imagination, un art sans limite, parce que j'ai bien conscience que dans ce que je viens de vous dire, je n'ai donné que quelques éclairages, des éclairages très ponctuels sur un art aux 1000 facettes. Si on prend par exemple Saint-Rémy de Reims, milieu du XIe siècle aussi, on a un chevet complètement différent, des chapelles alignées de part et d'autre d'un grand chœur et d'une abside centrale, une église qui au départ est charpentée, mais qui comprend quand même une tribune. Saint-Savin-sur-Gartempe, j'aurais pu vous le prendre plutôt que Vignory, parce que c'est plus connu, mais Saint-Savin-sur-Gartempe, le chevet a déambulatoire et chapelle rayonnante, mais avec un très grand transept, et lui aussi mis en place dans ces années 1050. Et là aussi, vous avez une vue extérieure du chevet sur laquelle on ne voit pas bien, mais là aussi, le moyen appareil de pierre très bien taillé fait partie des éléments ostentatoires de l'architecture de qualité. On continue à faire des églises à chevet à chapelle échelonnée, comme ici à Bernay. On fait aussi des églises avec des chevets bizarres, des bras de transept complètement hors œuvre, comme ici à 40 dans l'Hérault, avec des voûtes. Alors là, c'est dommage parce qu'on voit le
le côté nord de la nef, mais côté sud, on verrait que, on le voit à peine ici, du côté sud, l'architecte s'est offert d'ouvrir des fenêtres à la base de la voûte. Mais on a aussi des décors ou des églises qui restent pratiquement dans la tradition du Haut Moyen-Âge. Je pense que, je ne sais pas si François Hébert-Suffren vous a parlé du baptistère de Poitiers, par exemple. Je ne sais pas si c'était dans ces... on conserve des types de jeux d'appareils avec ici ces blocs, ces carrés posés sur la pointe, cet opus reticulatum de l'Antiquité, avec l'insertion de plaques sculptées dans les façades. Donc il faut bien imaginer qu'on a un art qui prend des formes tout à fait différentes. Ce que j'ai voulu vous donner simplement, ce sont les grandes lignes des points de départ des premières expériences. Et on verra la semaine prochaine comment tout cela se développe. Je vous remercie de votre attention.